Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire franchement incroyable. Celle d'un génie absolu, un homme que beaucoup ont carrément oublié, mais qui a littéralement façonné le football tel qu'on le connaît aujourd'hui. On parle d'un mélange de guerre, de politique et d'un talent tellement brut que ça a redéfini toute la discipline. C'est parti. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on parle du grand débat de notre époque. À chaque fois qu'on cherche à désigner le fameux meilleur joueur de tous les temps, le monde entier se déchire. La moitié de la planète crie au génie pour Messi et l'autre moitié jure que c'est Ronaldo. C'est un débat sans fin, passionné, parfois même un peu trop d'ailleurs. Eh bien, accrochez-vous, parce que la vraie réponse, c'est peut-être ni l'un ni l'autre. Le vrai pionnier, celui qui a carrément posé les bases pour des légendes comme Maradona, Messi ou Ronaldo, c'est le mythique italien Giuseppe Meazza. C'est lui le maître originel. Franchement, sans lui, nos idoles d'aujourd'hui n'auraient sans doute ni le même style, ni la même liberté sur le terrain. Chapitre 1. Le parrain des légendes du football. Chapitre 2. De la pauvreté des rues à la gloire. Faisons un petit saut dans le temps. Juste après la Première Guerre mondiale, l'Italie est complètement dévastée. C'est la misère absolue. Et c'est exactement là que notre histoire commence. Giuseppe naît en 1910 dans un quartier très pauvre de Milan. À 8 ans, en 1918, il perd son père au front. Élevé par sa mère qui vend des fruits pour survivre, il grandit dans la rue. Et c'est là, pieds nus, en tapant dans une boule faite de vieilles chaussettes et de chiffons, qu'il forge un talent brut, indomptable, bien loin des académies toutes propres d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est seulement à l'âge de 12 ans qu'un supporter, totalement subjugué par son niveau, lui offre ses toutes premières vraies chaussures à crampons. À partir de là, le foot devient son seul et unique ticket de sortie de la pauvreté. L'ironie dans tout ça, elle est dingue. Gamin, Meazza était un fan inconditionnel de l'AC Milan. Mais quand il passe des détections chez eux, recalé, le verdict est sans appel. Trop petit, trop maigre pour le foot ultra physique de l'époque. Sauf que les recruteurs de l'Inter Milan, le grand rival historique, ne voyaient pas les choses de la même manière. Eux, ils ont tout de suite repéré ce talent pur venu de la rue, bien au-delà d'un simple gabarit. Résultat, ils le font signer, il n'a alors que 17 ans. Bon, faut avouer qu'au début, personne n'y croyait vraiment. Mais l'entraîneur de l'Inter, Arpad Weisz, tente un coup de poker complètement fou en le titularisant. Il lâche même avec une pointe d'ironie « Maintenant, même les petits-enfants jouent ». Il l'avait d'ailleurs surnommé Balilla, ce qui veut dire le petit garçon. Et alors, le résultat de ce pari. Pour son tout premier match pro, ce gamin tout maigrichon plante 2 buts et laisse le stade entier bouche bée. Et attention, ce n'était que l'échauffement. 31. C'est le nombre absolument hallucinant de buts que Meazza a planté lors de sa toute première saison professionnelle. 31 buts. Pour un ado qu'on disait trop frêle pour survivre sur un terrain, autant dire que les critiques ont été réduites au silence en un temps record. Et si 31 buts, ça paraît déjà fou, écoutez bien ça, 5. La saison d'après, le gars réussit l'exploit de marquer 5 buts dans un seul match. Et il l'a fait 2 fois. Il a même collé un quadruplé contre l'AS Roma avec 3 buts marqués. Tenez-vous bien, lors des 3 toutes premières minutes du match. Un truc de malade. Les défenses de l'époque étaient complètement larguées face à une agilité pareille. Chapitre 3. Le football sous la menace fasciste. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte historique. L'ascension fulgurante de Meazza tombe pile en même temps que la montée au pouvoir de Benito Mussolini. Le dictateur se fichait pas mal du football en soi, mais il avait très bien compris l'impact que ça avait sur les foules. Du coup, lors de la Coupe du Monde 1934 organisée en Italie, le tournoi devient un outil politique massif pour montrer la puissance du régime au monde entier. La pression sur les joueurs était écrasante. Mais Meazza, même en jouant blessé, a sorti des matchs exceptionnels pour mener le pays à la victoire. 4 ans plus tard, pour le Mondial 1938 en France, l'ambiance devient franchement glaçante. Vaincre ou mourir, voilà le petit message envoyé par Mussolini à l'équipe. Et ce n'était pas du tout une métaphore sportive pour les motiver, non, c'était littéral. Sous ses ordres, les joueurs italiens ne jouaient plus du tout pour la gloire ou pour une médaille. Ils jouaient littéralement pour leur survie, avec la conscience très claire de ce qui les attendait en cas de défaite. Et c'est justement dans cette ambiance ultra tendue qu'il se passe une scène complètement surréaliste, à mi-chemin entre le thriller et le gag de cinéma. Demi-finale décisive contre le Grand Brésil. L'Italie obtient un penalty. Meazza s'élance, mais l'élastique de son short lâche d'un coup. Silence de mort dans le stade. Sans paniquer, il attrape son short d'une main pour ne pas se retrouver en sous-vêtements, continue sa course et expédie le ballon en pleine lucarne avec un sang-froid phénoménal. L'Italie passe en finale, tout le monde respire enfin. Chapitre 4. Le héros fêtard et grand fumeur. Quand on compare la vie de Meazza à celle de nos athlètes d'aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. De nos jours, on s'attend à une diététique stricte, un sommeil calibré, une concentration maximale. Meazza, lui, c'était un fumeur invétéré, au point d'allumer une petite cigarette tranquille dans les vestiaires à la mi-temps. Il buvait pas mal, faisait la fête non-stop et abordait les matchs avec la même décontraction que si on allait boire un café en terrasse.
L'anecdote qui résume parfaitement ce mode de vie, c'est ce fameux match au sommet contre la Juventus. L'heure tourne et Meazza n'est toujours pas là, panique à bord. Le club envoie des émissaires à sa recherche. On le retrouve finalement endormi dans une maison close, avec une énorme gueule de bois après une nuit de folie. On le réveille en catastrophe, il débarque au stade à la dernière seconde, rentre sur le terrain sans le moindre échauffement et il plante 2 buts décisifs, offrant le titre de champion à l'Inter. On croit rêver. Et parce que son talent était juste d'une autre galaxie, le club lui passait absolument tout. Il a même réussi à négocier un truc impensable, un seul et unique jour d'entraînement par semaine. Un seul. Entre son hygiène de vie catastrophique et ses retards permanents, n'importe quel autre joueur aurait été viré. Mais lui, il était tellement supérieur techniquement que la direction n'avait pas d'autre choix que de s'incliner face au génie. Chapitre 5. La chute, le retour et l'immortalité. Mais bon, à force de tirer sur la corde, le corps finit par dire stop. En 1939, les blessures s'accumulent, le corps lâche et l'Inter finit par le libérer de son contrat. Il fait des petits passages pas très mémorables à l'AC Milan et à la Juventus sans jamais retrouver la magie d'antan. Puis la Seconde Guerre mondiale se termine en 1945. L'année d'après, en 1946, c'est le grand retour plein d'émotions à l'Inter Milan, son club de cœur. Il y revient en tant que joueur-entraîneur pour aider une Italie en ruine à se reconstruire. Il s'éteindra paisiblement bien plus tard, en 1979. Aujourd'hui, son héritage est littéralement gravé dans le béton de la ville de Milan. Pour honorer tout ce qu'il a apporté au foot et toutes les émotions qu'il a données aux supporters, le grand stade de la ville a pris son nom. Quand l'Inter Milan joue à domicile, le stade s'appelle officiellement le stade Giuseppe Meazza. Mais petite subtilité historique, quand c'est le grand rival, l'AC Milan, qui y joue, on conserve l'appellation San Siro. En fin de compte, Giuseppe Meazza, c'est le miroir parfait de l'Italie de son époque. Il incarnait les contradictions les plus totales. D'un côté, on a une beauté envoûtante, un art sublime balle au pied, presque digne d'un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et de l'autre, le chaos absolu d'une période historique très sombre, mélangé à une vie personnelle qui rejetait toute forme de règles. Et ça nous amène à une dernière réflexion, histoire de bien clôturer cette exploration. Quand on voit le football hyper réglementé d'aujourd'hui, avec ses académies strictes, ses data analystes, sa diététique au millimètre, on a le droit de se demander, est-ce que ce système pourrait un jour recréer un génie aussi brut, instinctif et contradictoire que Meazza ? Est-ce que toutes ces structures censées optimiser la performance ne sont pas finalement en train d'étouffer cette magie de la rue, celle-là même qui a forgé le tout premier parrain du football ? C'est une vraie question à garder en tête la prochaine fois qu'on regarde un grand match. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour plonger dans une nouvelle histoire.